Salut, moi c'est Canel, je suis journaliste pour Brut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Flashback. Vous avez certainement pas raté que notre pays accueille les JO. Et bien cette semaine, ce sont les Jeux paralympiques qui démarrent à Paris et c'est la toute première fois de l'histoire que la ville les organise. Les Jeux paralympiques, ça a été créé en 1948 et à la base, c'est une compétition pour les vétérans de la Seconde Guerre mondiale qui est organisée par un neurologue, Ludwig Guttmann, dans un hôpital en Angleterre à Stoke Mandeville. Et au départ, c'est uniquement du tir à l'arc. C'est progressivement, au fil des années, que l'événement, qui était d'abord baptisé les Jeux mondiaux des fauteuils roulants et des amputés, va prendre de l'ampleur. De nouvelles épreuves vont être ajoutées et les premiers Jeux paralympiques, ce sera à Rome en 1960. Et donc pour ce moment historique, je tenais à faire une vidéo flashback dédiée aux athlètes paralympiques. Moi j'avais vraiment envie d'en savoir plus sur leur réalité, leurs entraînements, leur quotidien. Bref, du coup je vais rencontrer deux personnes de deux générations différentes. Parce que si vous n'avez pas encore compris, c'est ça le concept de flashback. Arnaud Assoumani qui a 38 ans, il est spécialiste du saut en longueur, il est 2 fois champion du monde, il est aussi médaillé d'or aux Jeux paralympiques de Pékin en 2008. Et à ses côtés, Xenia Chasto qui a 18 ans, elle, ce sont ses tout premiers Jeux paralympiques. Elle a commencé le tennis fauteuil en 2021 et elle est déjà dans le top 30 mondial. Elle est vue comme l'étoile montante de son sport. Et donc pour ça, je vais aller là tout de suite au Tennis Club de Boulogne pour les rencontrer. Vous avez 20 ans d'écart. Le concept, ça va être de comparer. Ouais, 20 ans tout pile. De comparer. Ton père, t'imagines? Ouais, c'est clair. Oui, parce qu'on disait que Xenia, c'était premier jeu, t'as 18 ans. Ouais. Et toi, en fait, tes premiers jeux, c'était aussi à 18 ans. C'est ça. Il y a 20 exactement. ans de calcul. Voilà. 2004, j'étais pas née. 2004, t'étais pas née? Je suis née en 2006. Mais c'est pour ça qu'on veut vous rencontrer aujourd'hui, pour pouvoir justement évaluer peut-être l'évolution, ce qui a changé en bien ou pas encore dans le handisport. Et pour commencer tout ça, moi j'ai une première question qui est qu'est-ce qui vous a fait chacun tomber amoureux de votre sport? Je commence? Oui. Moi j'ai commencé à l'âge de 4-5 ans, le tennis, normal. Et je sais pas, j'ai adoré ce sport, la sensation, surtout la raquette et la balle. Vraiment cette sensation, elle est unique. Et après, plus tard, quand j'étais plus grande, vraiment, j'ai compris pourquoi j'aimais ce sport. Sur la dimension mentale, c'est hyper intéressant, le tennis. C'est ouf. Et ensuite, ouais, le fauteuil, j'aime bien. J'ai pas eu de blocage psychologique à me dire sport en fauteuil, tout ça. Et j'adore cette glissade un peu, tout ça. Franchement, ça va hyper vite, quoi. Et je sais pas, j'aime bien. Et toi, Arnaud? Moi, en fait, c'est marrant parce que c'est à peu près au même âge, mais je pratiquais pas du tout. Donc à 5 ans, je regardais l'athlétisme à la télé, à la maison. Et pour la première fois, je voyais du saut en longueur. Et en fait, ce qui m'a fasciné dans le saut, j'ai l'impression que les athlètes volaient. Il y a plusieurs techniques pour le saut en longueur. Une des techniques, c'est la technique du double ciseau. D'ailleurs, c'est là où, quand les athlètes utilisent cette technique, ils vont le plus loin. Donc il y a Mike Powell et Carl Lewis en 1991, donc c'était le concours que je regardais. Et il y a eu le record du monde de Mike Powell, 8,95 m, sauf que ça je l'ai su bien plus tard. Moi ce qui m'a juste scotché devant la télé à ce moment-là, c'était que les athlètes continuaient à courir dans les airs, continuaient à voler réellement. Et donc je m'étais retourné vers mon papa et je dis quand je serai grand je ferai les Jeux Olympiques en saut en longueur. Et voilà, c'était une petite voix d'enfant, un petit rêve complètement irrationnel comme celui d'être astronaute ou d'être journaliste chez Brut. Et tu dis aussi qu'à ce moment-là, en fait, ton père, lui, il pleure en fait quand tu lui dis que tu veux faire ce sport-là? C'est mon tuteur de Sciences Po qui m'a raconté que mon père lui a raconté cette anecdote et qu'effectivement, il lui a dit qu'il a été dans la cuisine pour pleurer. Mais ça, moi, il me l'a jamais dit. Il est pudique. Il m'en a jamais. Il a vraiment jamais partagé cette partie qui, pour moi, est assez importante quand même parce que mon père, c'est quelqu'un de très positif et optimiste. Et au final, malgré tout son optimisme, le fait que je sois né certainement, avec un handicap, en tout cas, ce qui est vu comme un handicap dans la société, pour lui, il s'est dit, ça va être impossible. Et justement, comment est-ce que toi, tu as grandi avec ce handicap? Tu dis ce que la société appelle un handicap. On va dire que j'ai eu une enfance plutôt très heureuse. J'étais un gamin hyper actif, mais hyper cool un peu avec tout le monde. Et c'est vraiment au collège et assez tard au final, à l'âge de 15 ans, où j'ai vécu du harcèlement scolaire. Ah ouais? Mais avant ça, et donc des moqueries quotidiennes, en m'appelant le manchot, en prenant mes affaires, en me mettant vraiment de côté. Et je comprenais pas. Je comprenais pas parce que c'était une personne que je connaissais depuis l'âge de 12 ans. Je faisais de la natation.
avec lui. Moi, j'étais très petit encore et assez fin. Et au final, j'avais pas d'armes pour me défendre. J'arrivais pas à m'en foutre. J'arrivais pas je sais pas, à faire preuve de second degré, parce que j'avais déjà du second degré, mais là, j'arrivais pas. Et je le prenais vraiment personnellement et de manière... je somatisais, j'y pensais beaucoup et j'avais l'impression que c'était... Ouais, bah, je culpabilisais presque, quoi, de me dire, ouais, en fait, c'est peut-être moi le problème, quoi. Okay. Donc c'était une période pas très sympa et où l'éducation de mes parents, le sport aussi, le fait d'avoir d'autres moyens d'expression dans lesquels tu arrives à avoir confiance et tu te dis, bah, là, ça marche bien, j'ai des copains, j'ai des copines, tout se passe bien. M'a permis de dépasser ce moment qui était clairement pas agréable du tout, mais que beaucoup d'enfants et adolescents connaissent. Et toi, Xenia, du coup, la situation est différente puisque tu as perdu ta jambe, tu avais 14 ans. Ouais. C'est ça, dans un accident 14. De moto avec ton père. Oui, avec mon papa. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? C'était en janvier 2021, donc j'avais 14 ans, j'allais avoir 15 ans en mars, 12 mars. Et on a eu un accident tous les deux. Mon papa aussi est amputé de la jambe très haut, beaucoup plus haut que moi, et a été touché un peu plus au bras, etc. Moi, que de la jambe gauche. C'est une voiture en fait qui est rentrée de face, qui roulait à plus de 125 km/h sur la route et qui était aussi sous alcool, enfin alcoolisé au volant. Et donc on a vraiment été au mauvais endroit au mauvais moment. Ces jours-là, je me rendais à un club de tennis d'ailleurs, près de Marseille. Après, j'ai fait 1 an d'hôpital, un an de rééducation. D'abord d'hôpital, forcément, j'étais quand même dans un état très critique avec mon papa. Et donc, j'étais dans le même centre que mon père. C'est vrai qu'être H24 pendant 1 an avec son papa, ça a été spécial quand même aussi. Et justement, comment ça se passe à l'hôpital quand t'apprends qu'on t'a amputé de la jambe? T'es dans quel état d'esprit, toi? Alors moi, en fait, l'histoire, c'est que j'ai pas perdu connaissance pendant l'accident. Okay. Donc, je me souviens de tout. Ça n'a pas du tout été la partie la plus traumatisante pour moi, vraiment pas. Je raconte souvent ce que j'ai vu, voilà, et je sais que j'avais perdu déjà mon pied sur le lieu de l'accident. J'avais déjà la partie en moins, malheureusement. Et donc, quand je me suis réveillée à l'hôpital, je m'y attendais de ne plus avoir une partie de ma jambe. Et je m'attendais même à vraiment à être amputée fémorale très haut. Et vraiment, ma première réaction, c'est ouf. Il y avait ma mère, elle me raconte, parce que je me souviens plus trop. J'ai dit waouh, bravo les médecins, je pensais pas être aussi longue en fait au niveau de la jambe. Surtout la cuisse où j'ai pris un peu cher. Et le fémur aussi, elle a été gravement touchée. C'est là c'est cette partie-là qui a été la plus longue dans mon soin. J'ai eu des greffes de peau et tout. Voilà. Et donc c'est pour ça que je pensais être amputée de la cuisse, parce que j'avais subi un garrot tourniquet à 9h pile, je me souviens, parce qu'on dit l'heure quand on fait un garrot. Et je pensais être amputée à cet endroit-là, quoi, plus tard. Et donc non, voilà, ça s'est passé comme ça. Et c'est le cas de ton père. Ton père, lui, en revanche, il a été amputé. Il est très haut, lui, encore. Okay. Il a 4 cm de fémur. Ah, c'est pas beaucoup. Ouais, c'est très compliqué pour remarcher, ça. Il est pas appareillé, du coup? Il a été, il a eu des problèmes aussi, un peu de dos aussi, donc c'est un peu compliqué. Il essayait de marcher, mais au bout de 1 km, c'est compliqué de tenir, quoi, assez haut. Et comment ça se passe pour toi? Parce que tu as été valide, moi, je sais pas d'ailleurs si ce terme on l'aime vraiment ou pas, mais en tout cas tu as été valide toute ta vie. Ouais. Comment ça se passe à 15 ans, du coup, après ton accident? Ouais, à cet âge-là, c'est assez spécial quand même, parce que c'est souvent l'âge où on commence à avoir même des complexes parfois. J'en avais aucun complexe physique avant mon accident. Franchement, j'étais quelqu'un j'avais pas beaucoup de problèmes, alors que 14-15 ans, ça commence vraiment à venir. Et moi, j'aimais mes jambes en plus. J'aimais beaucoup mes jambes, c'est ouf. J'étais sportive du coup, mais j'aimais bien mes jambes. Et je l'ai appris assez cool. Franchement, ça a été assez... J'ai assez bien vécu, honnêtement. C'est quand même un accident, et aujourd'hui, j'ai quand même des traumatismes, quand même. Mais du coup, à 15 ans, ce qui s'est passé, c'est que je pense que j'étais un peu dans une bulle et tout. J'étais bien un peu dans l'action et tout. Et une fois que je suis sortie de l'hôpital, ça a été très compliqué. C'est très souvent cette période-là. Les accidentés parlent souvent de cette période-là où... Le retour à la vraie vie, quoi. Exactement. Et ça a été un peu compliqué, là. Mais je l'ai quand même bien vécu parce qu'il y a eu le sport. Et j'ai vraiment commencé le tennis fauteuil au moment où je suis sortie du
de l'hôpital, enfin du centre de rééducation, j'avais déjà eu des contacts, hein, même pendant l'hôpital et tout, pour essayer le tennis fauteuil. En fait, direct, tu t'es dit, je vais pas abandonner le tennis, je vais Franchement, ouais, j'ai essayé, j'avais une petite crainte de est-ce que ça va me plaire ou pas, et finalement ça m'a hyper plu. Pas eu de blocage, et puis je suis un peu matrixée du tennis, honnêtement. Je faisais il y a une vidéo où je tape la balle contre le mur de mon lit d'hôpital. Dans toutes les conditions. Cette vidéo a été vue pas mal de fois par la Fédé, par des joueurs de tennis assez reconnus et tout. Et c'est de là où il y a des associations, dont une à Marseille, qui m'a contactée pour le tennis fauteuil. Et moi, franchement, j'attendais juste à rebouger, en fait, et je m'en foutais par quel moyen, en fait. Et le fauteuil, c'était pas un problème. Mon adolescence, par contre, elle a été très différente parce que je suis revenue à l'école après, forcément. Et là, ça a été un peu plus difficile. Je suis restée dans un centre de rééducation, en fait, où il n'y avait que des adultes. Et donc j'ai adoré, moi, franchement, j'adore discuter avec tout le monde, n'importe quel âge. Et je me suis grave plu. Et j'ai beaucoup appris, forcément, et j'ai pris beaucoup de maturité aussi à ce moment-là. Et je suis sortie de là, et j'ai revu mes potes et tout. Et là, je me suis pris une petite claque. Il y a eu un décalage. J'avais même plus cet amusement, ce délire que j'avais, cette petite, ce truc de jeune, quoi. Enfin, voilà. Insouciance un peu. Cette insouciance, voilà. Et là, ça m'a mis un peu mal parce que je me dis, waouh, c'est nul. C'est bien, ok, d'être mature, mais. T'as l'impression d'avoir grandi trop vite à ce moment-là. Trop, ouais. C'était trop dur. Et finalement, c'est que maintenant, d'ailleurs, là, j'ai 18 ans. À 17 ans, 18 ans, j'ai commencé à retrouver ce petit truc de jeunesse. Je reste quand même entourée de beaucoup d'adultes parce que dans le tennis fauteuil, c'est beaucoup d'adultes. Je suis la plus jeune dans l'équipe de France d'ailleurs, etc. Mais en fait, il y a eu 3 ans entre parenthèses. C'est vers 15-16 ans où on commence à découvrir un peu tout ça. Moi, je le découvre que maintenant, un peu plus tard. Je l'accepte un peu. C'est vrai que perdre du temps, c'est un peu problématique chez moi. Je le travaille, mais c'est pas grave. Pour moi, t'as pas perdu de temps en fait, t'étais focus sur non, toi non. aussi. T'avais peut-être besoin de ce temps surtout. Franchement, ouais. C'est plutôt pas mal. Mais justement, pour terminer un peu sur ça et rebondir, c'est que dans une de tes interviews, tu as dit « Aucune personne qui a un handicap ne se sent handicapée ouais. ». Et en fait, c'est un peu le regard des autres qui te fait te sentir différent. Moi, le premier truc, le premier moment dans ma carrière, et tu vois, c'était ma première sélection en 2003. Tu n'étais pas encore né, 3 ans, non, moins désolé, 3. Mais... C'est ni à moins 3. Je fais ma première sélection au championnat d'Europe, donc d'athlétisme, handisport. Et pour la première fois, je suis confronté vraiment à différents types de handicaps, enfin autant. Des personnes en fauteuil, des personnes non-voyantes, malvoyantes, amputées simples, double amputées, quadruple amputées, des prothèses. Des malformations aussi, donc je me dis c'est un peu la cour des miracles. Je me dis qu'est-ce que je fous là? Et je dis mais je suis pas handicapé, hein. Qu'est-ce que je fais ici? Et c'est hyper marrant d'avoir eu d'avoir ressenti et pensé ça. Très rapidement, je me suis repris et je me suis dit mais t'es vraiment stupide. Enfin, j'avais déjà vécu le harcèlement et donc je suis très conscient que ça va pas repousser quoi. Et donc la vision que la société, que les autres peuvent avoir. Bah oui, il peut avoir des regards différents, il peut avoir des moqueries, il peut avoir des questions aussi qui sont bienveillantes, mais un peu maladroites. Ouais. Donc ça en fait partie. Mais de ressentir ça, en fait, ça a été un miroir justement pour me dire non, mais en fait, aucune des personnes qui est présente ne se sent handicapée. Parce qu'en fait, se sentir handicapé, c'est comme si c'était une espèce d'identité. C'est pas une identité. Ce serait quoi, selon vous, les plus gros clichés et stéréotypes que vous avez entendus sur le handisport ? Peut-être tu commences, moi j'ai moins de les trucs, plus gros clichés. Alors il y a plein de choses alors qu'on entendait et qu'on entend toujours, beaucoup moins, mais qu'on entend toujours. Je peux entendre dans des compétitions. Il y avait une vingtaine d'années et qu'on entend encore. Ce sont des athlètes comme les autres. En fait, cette phrase-là, il faut la bannir. Même si vous pouvez penser que c'est bienveillant, c'est que de facto vous considérez que ces personnes qui font du sport sont différentes. Si vous avez besoin de prouver qu'elles sont comme les autres. Quel cliché? Le plus gros cliché autour du handicap, et là c'est pas forcément ceux que j'ai entendus, mais autour du handicap, c'est l'idée qu'une personne qui a un handicap n'est pas performante. Ça c'est un des plus gros clichés, biais. Ouais. C'est la peur et l'autre c'est l'idée qu'une personne qui a un handicap n'est pas performante. Donc, les Jeux paralympiques, pour moi, sont vraiment le moment qui permet justement
de changer le regard sur toutes ces questions-là et sur ce premier cliché. Ça, c'est celle qu'on verra pendant les Jeux. C'est possible, mais je ne vais pas sauter avec. C'est plus pour les moments off. Okay. Une autre prothèse de course et de saut qui est adaptée en termes de poids, d'équilibre. Toi, Xenia, tu aurais des clichés en tête? Pas beaucoup d'expérience et de mauvaises expériences d'avoir entendu certaines choses. Mais moi, j'aime bien dire et répéter qu'on est des athlètes et des sportifs de haut niveau qui subissent les mêmes contraintes que des sportifs de haut niveau aux Jeux Olympiques, qui vont faire les Jeux Olympiques ou n'importe quel autre sport en fait. Et en plus, je dirais qu'on a beaucoup plus de contraintes avec toutes les affaires qu'on doit transporter en plus pour aller à l'avion, etc. C'est un coût financier, un coût mental, un coût physique, enfin sur tous les plans, qui est égal aux autres athlètes et je dirais même plus haut, plus élevé, plus dur. Et ça, c'est important de le répéter parce qu'on a l'impression que des fois, c'est du loisir, c'est sympa, c'est... Ça a été souvent, moi, la question que j'avais, c'était... mais sinon, vous faites quoi dans la vie? C'est quoi votre métier? C'est ça. En fait, c'est ce que je viens de vous dire. Souvent, on nous dit... très souvent, on pose la question et bon... Franchement, maintenant, on me pose la question vraiment, est-ce que tu en gagnes ou pas de ta vie? Voilà, mais oui, ça, c'est une question qui se pose beaucoup aussi. On fait quoi à côté? Mais bien sûr qu'on gagne notre vie. Enfin, ça commence bien sûr, au départ, on n'était pas non plus on n'avait pas les mêmes price money, ok, je suis d'accord, mais là, ça commence vraiment à évoluer. Et, on est sportif de haut niveau, on a des sponsors, on peut gagner notre vie en étant un sportif. Là, les price money sont les mêmes pour des athlètes valides que des athlètes... Non, quand même pas. Quand même pas. Après, je peux comprendre parce que c'est un circuit qui est plus restreint et donc plus facile à atteindre le haut niveau et les meilleurs. Bon, après, il faut y aller quand même. C'est pas dû à tout le monde. Mais nous, dans le tennis fauteuil, on peut gagner notre vie avec le price money, mais uniquement quand on joue les grands chelems. Les grands chelems, c'est les 16 premiers. C'est énorme quand même, il faut être dans le top 16. Est-ce qu'on peut repréciser ce que c'est price money? Parce que je me dis qu'il y a peut-être des personnes qui regardent la vidéo. Le price money, c'est l'argent qu'on touche en tournoi, en compétition. Plus on fait de grandes performances, plus on gagne, on touche de l'argent. Après, c'est bien d'augmenter le price money d'année en année parce qu'on mérite quand même un peu plus. Lorsque moi j'ai commencé en 2004, ça devait se compter sur les doigts d'une main et encore, je ne sais même pas s'il y en avait 5 qui vivaient réellement de leur sport. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. On est toujours très très loin du compte si on a envie de pouvoir concurrencer les meilleurs athlètes au monde et pouvoir vivre dans des conditions confortables. Donc le tennis, c'est super bien, mais ça reste, si on prend l'ensemble des athlètes, une exception. L'objectif de la Nancéienne Sonia Ekell, se qualifier pour les Jeux paralympiques de Tokyo en 2020. Pour pratiquer son sport, la boccia, une sorte de pétanque en fauteuil roulant, Sonia a besoin d'une nouvelle rampe de lancement de précision dont le coût, environ 4 000 €, est hors de son budget. Elle fait donc appel au financement participatif. Il faut qu'on parle absolument des Jeux paralympiques qui débutent à Paris. C'est la première fois que la ville elle accueille les Jeux paralympiques. Et on avait déjà accueilli les Jeux olympiques 2 fois dans l'histoire, maintenant donc 3. Mais les paralympiques, c'est la première fois, ever. Oui. Ça vous fait quoi de participer aux Jeux paralympiques à Paris? Je commence? Oui, tu commences, bien sûr. Moi, du coup, c'est mes premiers Jeux. Il y a 1 an, je pensais vraiment pas me qualifier. Et puis moi, ça fait 2 ans que je suis dans le tennis fauteuil. J'ai quand même rapidement évolué, c'est cool. Mais j'étais un peu... je voulais être humble et me dire, ouais, Los Angeles 2028. Mais petit à petit, comme je dis, match après match, très rapidement, les résultats ont suivi. Et je me dis, bon, on y va. C'est énorme de vivre ces Jeux à Paris. Voilà, en plus, c'est les premiers Jeux paralympiques à Paris de l'histoire. Vraiment, on marque un peu l'histoire et de faire ça aussi rapidement après un événement de vie assez tragique, un événement de vie assez conséquent il y a 3 ans, c'est énorme. C'est énorme le timing en fait. Et puis me dire que mes premiers Jeux, je les vis à 18 ans, ça j'adore. J'adore et c'est satisfaisant, c'est beau, c'est 18 ans, c'est les premiers Jeux. C'est bien, c'est super. Pour moi, la plus grosse évolution pour les Jeux paralympiques qu'on a connus en France, c'est réellement celle autour de la médiatisation. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'en 2004, de 2004 jusqu'à 2016, pour les Jeux d'été, il n'y avait pas de direct. La première fois où il y a eu du direct, ça a été en 2016. La première fois, des épreuves seront diffusées en direct, 10 heures par jour. Regardez le programme de ces Jeux paralympiques. Ça démarre dès mercredi avec la cérémonie d'ouverture et ensuite jeudi, tous les jours. Et quelques courses, lorsque Marie-Amélie Le Fur a remporté l'or sur 100 mètres en 2012, sa course était en direct. Mais c'était exceptionnel. Ça veut dire que le sport était en différé. Le soir, enfin je sais pas vous, mais moi le sport je le regarde en direct. Les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques, l'engouement du public
est présent parce que c'est en direct. Si on regarde en différé, on n'a pas les mêmes émotions. La même sensation. Il n'y a pas la même dramaturgie, le même suspense. Ça n'a absolument rien à voir. Donc c'est très récent qu'il y a du direct. Avant, c'était des résumés. Je pensais pas autant. Ouais. Je pensais pas C'était Ouais, moi non Sochi plus. 2014 pour les premiers Jeux paralympiques. Il y avait d'ailleurs Michael Jérémiaz qui commentait les Jeux de Sochi. On peut réellement, avec ces Jeux paralympiques en France, gagner 15-20 ans d'évolution des mœurs par rapport au changement de regard sur le handicap, au changement de regard par rapport à la différence. Et je crois que tu vas être sous la pluie pour ton entraînement, Xenia. Là. Il pleut là? Ouais, il pleut. Il pleut, ouais. Et là, Tu ça, t'entraînes ça s'il colle un pleut peu, ça colle un peu sur les roues avec la terre battue quand il pleut. Non, surtout ce qui est dangereux, c'est qu'on s'enfonce dans la terre et on tombe en avant Ah avec oui, le fauteuil. ouais. C'est hyper dangereux. Alors vous visez quoi là pour ces jeux? Tu commences. Je suis un compétiteur, donc là l'objectif c'est une médaille d'or, clairement. De toute façon, c'est toujours de gagner. Et après, au-delà de la performance, pour moi, c'est une tribune de pouvoir être au jeu, de pouvoir remporter des médailles, de pouvoir représenter son pays. Et je suis hyper content pour tes premiers jeux, tu puisses vivre ça en France, à la maison. Parce que ça va être juste dingue. Et déjà, bon, j'imagine que ta famille est hyper fière. Ouais. Mais devant vos proches, tu vas faire chialer pas mal de monde, je pense. Non, c'est énorme. Je vais chialer. Toi, tu vises quoi alors? Mais moi, honnêtement, en fait, avec toute cette énergie, justement, je dis non, mais la médaille, il faut que j'aille la chercher. Le sport, c'est ingrat et c'est injuste. C'est pas parce qu'on travaille très bien, très dur, qu'on fait du mieux qu'on peut, qu'on est très bien entouré, pas que ça marche, en fait. La magie du sport, c'est justement qu'il y a ce petit truc en plus le jour J, où des fois, sur un détail, on va perdre. Donc, le plus important, c'est de tout donner, de se faire plaisir. De faire plaisir, Et exact. on fera plaisir à des millions de personnes, et j'espère qu'on en inspirera beaucoup, quoi. En tout cas, vous m'avez inspiré là. Je pense que j'allais au sport ce soir. Là, vous m'avez déterre, chose que je fais pas souvent, donc vous m'avez vraiment inspiré. Merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi alors que tu devais aller te entraîner. Donc, je vais te libérer. Et puis, on vous souhaite évidemment le meilleur pour ces jeux. Merci beaucoup. Au moment où la vidéo est postée, a priori, ça démarre le soir même. Yes. Donc, on vous Ça souhaite démarre le le soir meilleur. même. Ouais. C'est ce soir. Bon, allez, encouragez les Bleus. Hein. Allez, Allez, merci beaucoup. merci à toi. Merci à toi. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Flashback. J'espère que vous avez aimé cette discussion. Pour moi, c'était hyper enrichissant de rencontrer ces deux athlètes. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à liker, à vous abonner pour pas manquer le prochain épisode de Flashback qui sera certainement le mois prochain. Salut! Là, c'est un vrai flashback. Quand même, Flashback. parce que du coup, 18 ans, t'as été premier, quoi. Et parce que t'aurais pu faire tes premiers à 20 ans, ou à 19, ou à 17 même. Non, 18 On est ans. pile poil 18. Ça me fait bizarre. C'est ouf. Tu te vois 20 ans après.